Radio Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Gérard Leclerc. L'invité politique sur Radio Classique. Et l'invité politique, c'est donc Bruno Julliard, premier adjoint à la mairie de Paris, premier adjoint d'Anne Hidalgo. Vous avez signé la charge de Martine Aubry, signée également par Benoît Hamon, Daniel Cohn-Bendit, donc une charge assez rude contre le gouvernement Valls. Il y est question d'un affaiblissement durable de la France et de la gauche. Vous critiquez le pacte de responsabilité, la déchéance, la politique du gouvernement concernant les réfugiés, le code du travail. C'est une remise en cause générale de la politique de Manuel Valls, c'est une déclaration de guerre au gouvernement ? C'est vrai que la charge est sévère. Personnellement, c'est la première fois que je signe un texte, en effet, aussi rude. Rien ne trouve grâce à vos yeux. C'est contre la politique du gouvernement. C'est la première fois. Je n'ai jusqu'à présent jamais fait partie de la mouvance des frondeurs. Lors du dernier congrès du Parti socialiste, j'ai voté le texte majoritaire avec Manuel Valls et ses amis. Alors qu'est-ce qui s'est passé d'un seul coup ? Vous réalisez que tout est mauvais ? Je dirais que c'est l'accumulation de ce qui était au début des insatisfactions, des incompréhensions, puis qui sont ensuite devenus des franches colères. Vous avez cité les éléments récents qui apparaissent pour moi, pour nous, les plus insupportables. Non, mais ça fait beaucoup parce que c'est quasiment toute la politique. Je pense notamment à la déchéance de nationalité, en effet au discours de Manuel Valls à Munich concernant les migrants, qui tant d'un point de vue diplomatique que de contenu n'est pas acceptable. Et puis en effet, le projet de loi dit El Khomri, qui n'est pas encore un projet de loi, mais enfin qui le sera bientôt. Et puis, je crois qu'à un moment donné, il faut se poser la question de sa propre utilité. Jusqu'à présent, j'étais convaincu que la meilleure manière d'être utile à la gauche, et donc au gouvernement et au président de la République, c'était d'être discipliné, parfois de faire entendre sa voix, souvent de manière non publique, directement auprès des principaux concernés, quand on avait la chance de les rencontrer. Puis arrive un moment où on se dit que on ne peut plus se taire, au risque que bon nombre de Français, notamment de ce qu'on pourrait appeler le peuple de gauche, ne se retrouvent tellement plus dans la gauche telle qu'elle est incarnée au gouvernement qu'ils nous délaissent durablement. Et il faut faire entendre une autre voix et parfois, il faut savoir dire ça suffit. Alors Manuel Valls vous a répondu, il parle d'une tribune de proclamation sans début de proposition, ce qui n'est pas faux, il n'y a pas de proposition dans le texte. Et d'une façon générale, il dit c'est la vieille gauche du 19e siècle face à la gauche moderne du 21e que lui incarne. D'abord, j'en conteste et le fond et la forme de cette réponse. Et la forme, je ne crois pas qu'il faille comme cela s'en prendre. Il ne pouvait pas non plus rester ne rien dire. Parce que tailler en pièces sa politique. Non, parce que justement, nous avons pris soin dans la tribune de ne pas s'attaquer aux personnes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on ne parle pas, par exemple, des primaires. On ne s'attaque pas aux personnes, mais au contenu de la politique gouvernementale. On n'appelle pas un changement de gouvernement, pas même un changement de Premier ministre. On demande qu'il y ait une réorientation politique. Quant à la forme, au fond, de cette formule sur la gauche du 19e et la gauche du 21e siècle, il serait assez paradoxal que la gauche du 21e siècle, en tout cas, il la prétend comme telle, soit celle qui propose justement des mesures économiques et sociales qui, elles, reviennent aux conditions de travail des salariés du XXe siècle, si ce n'est du XIXe. Bruno Julliard, la réalité, c'est que dans ce pays, il y a 3,5 millions de chômeurs, qu'il y a des grandes réformes qui ont été faites partout, qui ont été faites y compris par des gens de gauche, par Schröder en Allemagne, par Matteo Renzi en Italie, et en France, on ne peut pas les faire. Alors d'abord, on se contente, on accepte le chômage et on bouge pas. Vous faites le lien avec les 3,5 millions de chômeurs. Je me permets de vous faire remarquer que le président de la République lui-même a admis que cette loi travail n'allait pas créer d'emplois, n'allait pas faire diminuer le chômage dans les mois qui viennent. L'idée, c'est quand même de réorienter. Non, je cite le président de la République. Il dit, c'est un nouveau modèle économique et social, un nouveau modèle social d'ailleurs, pour notre pays. Y a-t-il pire moment qu'aujourd'hui, à 1 an des élections, pour lancer ce type de réforme avec si peu de concertation et qui manifestement suscite beaucoup d'incompréhension, si ce n'est de la colère pour l'ensemble des syndicats de salariés du pays et pour l'ensemble des salariés également. Premier élément. Deuxième élément, vous dites qu'il n'y a pas de proposition dans notre tribune. D'abord, ça n'est pas tout à fait juste. Je vous renvoie au texte de la tribune. Mais c'est pas tout à fait le cas. Notamment sur cette question, en effet, du modèle économique et social. Nous ne sommes pas défavorables à ce qu'il y ait une modernisation du droit du travail, y compris
à ce qu'il y ait un certain nombre de souplesses dans les entreprises. En revanche, ce que nous appelons de nos vœux, c'est une politique équilibrée. On voit très bien la flexibilité dans le projet de loi. Elle va même au-delà de ce que demande parfois le patronat dans ce projet de loi, en tout cas tel que nous le connaissons. En revanche, sur la partie de sécurité, là, le compte n'y est pas. Il y a des possibilités alternatives. Il y a des politiques de gauche progressistes alternatives. Et moi, je prétends que la modernité en politique, pour une politique progressiste, c'est d'abord, à un moment où il y a une crise de confiance envers les politiques, c'est de respecter sa parole, ses engagements, ses promesses. C'est ça aussi la modernité démocratique en politique. Et sur le fond, moi, je crois en une social-démocratie équilibrée. Je suis pas un gauchiste. J'ai pas signé, comme je vous l'ai dit, les textes des frondeurs, mais je crois en une politique de gauche social-démocrate moderne. Ça n'est pas le chemin qui est aujourd'hui choisi et je le regrette. Arrêtons-nous justement sur cette réforme du Code du travail qui est quand même portée par Myriam El Khomri, qui vient d'ailleurs de la mairie de Paris, faut le rappeler. Qu'est-ce qu'il y a de choquant sur les licenciements, donc préciser davantage ce que sont les licenciements économiques, sur le fait que les salariés puissent négocier dans les entreprises la durée du travail ou les heures supplémentaires, sur le plafonnement des indemnités qui effectivement sont plus élevées en France qu'ailleurs, et sur le droit qu'on donne aux salariés de se prononcer par référendum. Qu'est-ce qui est choquant dans ces réformes qui, je le répète, ont été mises en œuvre à peu près partout, et notamment en Italie par un socialiste, en Allemagne par Schröder? D'abord, les réformes que vous citez, qu'il s'agisse du plafonnement, qu'il s'agisse du plafonnement des indemnités ou de la facilitation des licenciements, notamment pour raisons économiques, il faut passer du slogan à la réalité. Tout dépend des conditions dans lesquelles nous acceptons, par exemple, les licenciements économiques sans autre justification par les entreprises. C'est là que le principal problème se trouve. Et c'est là d'ailleurs que l'essentiel des syndicats, et pas que la CFDT évidemment, mais propose des modifications importantes. Mais on ne peut pas. Après tout, le débat n'a pas commencé. Je m'arrête sur ce point-là, sur les licenciements économiques. On ne peut pas considérer que dès lors qu'une entreprise qui est présente dans plusieurs pays réalise des bénéfices à l'étranger, mais n'en réalise pas en France, considérer que elle peut faire ce qu'elle veut en France et se séparer de salariés sans autre justification que des résultats mauvais en France. Sur le plafonnement des indemnités prud'homales, ce qui est en cause aujourd'hui, c'est la légitimité, la remise en cause du pouvoir du juge prud'homal de décider en fonction de critères qui doivent être objectifs des indemnités de licenciement pour des personnes qui se sont fait licencier de manière abusive. Ça n'est pas acceptable. Autre élément, vous dites, on augmente la capacité de décision des salariés dans les entreprises. Soit il faut plus de dialogue social. D'abord, regardons le taux de syndicalisation en France. C'est un des plus bas d'Europe. Oui, mais demandez à des salariés d'une entreprise. Ça n'est pas la même chose en Allemagne. Excusez-moi, ça n'est pas la même chose en Allemagne de confier plus de pouvoir à la négociation dans une entreprise lorsqu'on a 50, 60, 70% de syndiqués que dans une entreprise en France où il y a 5, 10% au mieux de syndiqués, voire même l'absence de syndicats dans les plus petites entreprises. Le dialogue social doit se faire avec des forces qui sont égales, qui sont partagées. Ça n'est pas le cas dans notre pays. Certes, c'est une histoire de culture, mais on ne peut pas considérer qu'on ne doit pas prendre en compte ces différences par rapport à nos voisins européens. Et enfin, dernier élément, qui est un élément les plus lourds sur le fond, c'est l'inversion de la norme entre ce qui relève du contrat, ce qui relève de l'accord d'entreprise et ce qui relève de la loi. Qu'il y ait une plus grande souplesse pour les entreprises, oui, mais que la totalité des décisions importantes dans l'organisation du rapport entre le patron et le salarié relève de l'accord d'entreprise, là, on va nettement trop loin dans cette flexibilité. Même si c'est les salariés qui décident eux-mêmes, y compris par référendum. En fait, vous ne faites pas confiance aux salariés. Je dis pas que d'abord, sur c'est deux choses différentes, l'accord d'entreprise et le référendum. On peut être favorable à plus d'accords d'entreprise, c'est mon cas. Encore faut-il que les critères définis restent favorables aux salariés. Le référendum, c'est quand même une autre chose, un autre élément, puisque le critère d'organisation du référendum se base sur une minorité syndicale qui pourrait imposer un référendum. Je ne crois pas que ce soit un signal de confiance aux syndicats que d'organiser le contournement des syndicats dans les entreprises. Mais après tout, pourquoi pas en discuter avec les organisations syndicales. En tout cas, aujourd'hui, le curseur est très nettement trop favorable à une flexibilité. Alors après cette tribune, la gauche est en miettes, il y a un vrai risque d'explosion. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la tête de Manuel Valls? Non,
Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on n'a pas parlé des conditions de choix du candidat à la prochaine élection présidentielle. Il faut essayer de sortir d'un débat uniquement de personnes. Quelles que soient les modalités de choix du prochain candidat, l'année prochaine, pour les élections présidentielles, si nous ne redressons pas la barre, je suis convaincu que le candidat de gauche est voué à l'échec. Ce qui compte, c'est la réussite de cette fin de quinquennat, et nous voyons bien qu'aujourd'hui, nous n'y sommes pas. Et c'est ça, c'est finalement plus une alerte, un appel au redressement de la gauche qu'une remise en cause personnelle. Alors oui, j'anticipe votre question suivante. Est-ce que Manuel Valls ou François Hollande accepteraient de changer de politique ? Je le souhaite, je l'espère. Ça évidemment, la balle, soyons honnêtes, ça paraît peu probable. La balle est dans le camp du président de la République, mais encore une fois, on pourrait laisser entendre, c'est ce que dit le gouvernement et ses soutiens, on pourrait laisser entendre que finalement ce sont les signataires de cet appel qui sont responsables de la division de la gauche. Mais je me permets de faire remarquer que ceux qui ont pris de la distance avec nos écrits, avec nos engagements, je ne crois pas que ce soit Martine Aubry ou ses amis, mais c'est une politique du gouvernement qui s'est dangereusement éloignée des promesses de François Hollande. Et je ne parle pas que du discours de Bourget, mais je pourrais y compris parler des récents textes du Parti socialiste. Mais encore une fois, ce qui compte, c'est l'intérêt de la France, et c'est ce que nous pouvons faire pour faire réussir ce quinquennat. Et là, il y a besoin d'une réorientation. Vous êtes toujours partisan d'une primaire ? Je crois que la primaire, même avec la candidature de François Hollande, est le meilleur moyen pour à la fois choisir le candidat, c'est même l'objet d'une primaire, mais aussi définir un projet progressiste, social-démocrate, moderne. La primaire peut permettre cela. Et une primaire avec Martine Aubry ? J'ai écouté comme vous ses déclarations ces derniers jours, et elle a dit que ça n'était pas son projet, donc ça n'a pas l'air d'être son envie ni son projet. On n'en est pas aujourd'hui, on n'en est pas encore sur le choix de la personne. L'urgence, c'est le contenu, c'est le fond, et c'est de redonner confiance en un pays qui, aujourd'hui, on le voit bien, a peu de confiance et a peu de foi dans son avenir. Il y a des rumeurs comme quoi François Hollande pourrait choisir l'électrochoc avec Emmanuel Macron comme Premier ministre. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. Ça vous horrifie, j'imagine. Ça vous horrifie parce pas que... du tout. Mais non, alors vraiment pas du tout. Macron, c'est Valls encore plus social-libéral, comme on dit. Valls encore plus libéral, je dirais même libéral, mais pas que sur les questions économiques et sociales. Ce qui, sur certains sujets, je pense notamment sur les sujets de société ou sur les sujets sociaux, peut tout à fait me convenir, par exemple. Mais encore une fois, on n'est pas aujourd'hui dans le... Il faut essayer de sortir des questions de personnes. C'est difficile à un an de la présidentielle, mais ce sur quoi nous sommes attendus, ce sont les résultats, c'est le contenu, c'est le fond. Sortons des débats qui aujourd'hui divisent massivement non seulement les élus de gauche, mais aussi la population. Je pense à la déchéance de nationalité. Retrouvons des lettres de noblesse pour notre pays, notamment sur des questions humanistes, des questions de valeurs. Je pense à la question des migrants. Rassemblons la gauche sur des questions économiques et sociales. En un mot, la justice vient de valider l'expulsion des migrants de Calais, qui ne se fera pas par la force, a dit Cazeneuve. Les conditions d'accueil des centaines, si ce n'est des millions de migrants à Calais ne sont pas acceptables. Vous savez, à Paris, on a eu un certain nombre de campements de migrants. Le travail que nous avons fait avec l'État a toujours été le même et je crois très efficace. On le poursuit. Dès que nous évacuons un campement pour des raisons sanitaires et humanitaires, ce qui est le cas à Calais, il faut que l'État, en lien avec les collectivités, soit en capacité d'héberger de manière digne et décente et en urgence évidemment, l'ensemble des personnes qui sont en difficulté. Dès lors que ces conditions sont remplies, alors oui, il faut pouvoir proposer une alternative à ces conditions d'accueil insatisfaisantes à Calais. Vous avez vu que l'Allemagne d'Angela Merkel a durci fortement les conditions d'accueil des réfugiés sur le regroupement familial, sur les expulsions. Finalement, c'est ce que demandait Emmanuel Valls. Avec une très grande différence, c'est que l'Allemagne a accueilli des centaines de milliers de migrants, qui sont souvent, je le rappelle, des personnes qui fuient des pays en guerre, qui fuient la terreur, qui ont traversé la Méditerranée au péril de leur vie. Et l'Allemagne, et c'est tout à son honneur d'ailleurs, et notamment de sa chancelière, a accueilli des centaines de milliers de migrants. Ça n'est pas le cas de la France. Nous avons encore une capacité d'accueillir ces réfugiés, ou ceux qui deviendront demain des réfugiés. C'est être fidèle à notre histoire, à nos valeurs. Évidemment, on peut pas accueillir tout le monde. Merci Bruno Gilliard. Merci. Dans un instant, le journal de Sophie Paolini.